Donc ça veut dire en fait monter from scratch à un événement d'ambition mondiale en 6 mois, quoi, en fait. J'ai lancé 2 boîtes à l'intérieur de Publicis. La 3e, j'ai envie que ce soit ma boîte, en fait. Ça veut dire proposer des produits qui sont positifs pour l'environnement et moins chers. Et ça, je trouvais ça très intéressant parce que aujourd'hui, les nouveaux produits qui prennent en compte les préoccupations environnementales, c'est souvent 20%, 30%, 50% plus cher. Creative Stories. Je suis Richard Saint-Etienne, fondateur d'Épisode, agence marque et storytelling qui accompagne les entreprises et les projets à impact positif. Elles et ils sont entrepreneurs, cadres dirigeants, scientifiques ou artistes. Ils font partie des meilleurs dans leur domaine. Au-delà des aspects de travail, d'expertise ou d'opportunité, nous verrons que leur parcours est aussi une histoire créative. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors je me suis rappelé qu'on s'était croisés tous les deux dans nos vies précédentes, quand nous étions chez Publicis. Alors toi tu étais dans les hautes sphères, mais on s'était vu sur un pitch pour un groupe d'optique dont on taira le nom parce qu'on n'a pas gagné. D'accord. Mais je me souviens bien de ce moment-là. On va rebobiner un petit peu. Toi, tu es un Marseillais à Paris, c'est ça ? C'est ça. Malheureusement, j'ai franchi le moment où j'ai passé plus de temps dans ma vie à Paris qu'à Marseille. Mais je reste Marseillais de naissance et de cœur. Avec pour objectif d'y retourner à un moment ? On verra, ouais. Pourquoi pas. C'est quoi ton tout premier souvenir d'enfant ? C'est une bonne question. J'ai des souvenirs du jardin d'enfants, de la maternelle, de la cour de récréation, de la maternelle. C'est un de mes tout premiers souvenirs, je pense. J'ai compris que la naissance de ton fils avait été un élément transformateur dans ta vision des choses et on y reviendra. De ton côté, comment c'était avec tes parents ? Ils faisaient quoi ? J'ai grandi dans un milieu plutôt favorisé. Mon père était avocat et d'une famille d'avocats. Ma mère était pharmacienne d'une famille de pharmaciens et de médecins. Donc beaucoup profession libérale, à la fois médicale ou légale. C'était un environnement qui était à la fois très très agréable, très propice, avec beaucoup quand même de pression, notamment de la part de mon père pour les études, pour le développement personnel, etc., qui m'ont pas mal marqué, je pense. J'avais la chance de marcher très bien à l'école. Il y avait un peu comme ça des choses qui m'intéressaient beaucoup à la politique. Je m'intéressais beaucoup à des sujets comme ça assez généraux. Et du coup, j'ai très bien avancé dans mes études et je me suis un peu posé la question de ce que je voulais faire après avoir terminé mes études, quoi. Donc, ce qui est un peu paradoxal, mais c'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Visiblement, ça t'a plutôt réussi. Tu as 2 frères entrepreneurs, j'ai cru comprendre. C'est ça, exactement. Ouais. On est tous les 3, chacun, un de mes frères a son propre cabinet d'avocat et un deuxième qui a lancé une boulangerie à Marseille il y a 2 ans maintenant. Ouais. D'accord. Bon, écoute, quelle famille entreprenante. J'imagine que ton père était satisfait par rapport à ses ambitions. Oui. Non, je pense que de ce point de vue-là, j'ai plutôt répondu aux attentes au niveau des études. Ce qui fait que ça m'a beaucoup aidé, même si au final je me retrouve dans une sphère très différente de celle à laquelle mes études auraient pu me porter, quoi. Enfant, à part bien marcher à l'école, tu faisais quoi ? Alors moi, enfant, ce que je faisais, c'est que je lisais énormément. J'étais en général dans les goûters d'anniversaire, les trucs comme ça, je me précipitais vers les bandes dessinées de l'enfant qui nous invitait. Mon père a fait quelque chose qui a été assez formidable, c'est que il y avait une librairie où il achetait toute sa documentation, ses codes, etc. pour son cabinet d'avocat. Et en fait, j'avais un peu table ouverte dans cette librairie, donc je pouvais aller acheter tout ce que je voulais. Ce qui fait que j'ai dévoré des choses, probablement à l'époque des choses que je comprenais pas vraiment très bien, mais très vite ça m'a, je dirais, ouvert une curiosité qui s'est jamais démentie, quoi. D'accord. Donc ok, la lecture comme moyen de s'ouvrir l'esprit. Exactement, ouais. Même sans tout comprendre. Tu voulais faire quoi comme métier enfant ? Moi je voulais faire de la politique. Ah, c'était clair. Donc c'est pour ça aussi qu'après ça s'est enchaîné au niveau de mes études, etc. Parce que c'était vraiment ça qui m'intéressait et c'était ça que
je suivais beaucoup, donc c'était assez clair, ouais. Ok, pas de regret? D'abord, la vie est longue, hein, donc je pense qu'il y a plusieurs façons d'arriver à la politique. Clairement, c'est pas du tout dans mes projets aujourd'hui. On verra. Non, j'ai pas de regrets parce que quand j'ai pu un peu en toucher lorsque j'étais dans l'administration au tout début de ma carrière, j'ai vu un peu ce que c'était. Je trouve que c'est à la fois, c'est un milieu qui est à la fois formidablement important sur les enjeux, etc. Et puis terriblement compliqué. Et à titre personnel, qui demande un investissement qui, je trouve, aujourd'hui est très lourd, quoi. Bon, en tout cas, je note que la porte n'est pas fermée, définitivement. On verra. Mais alors, du coup, on comprend bien Sciences Po, l'ENA, et pourquoi l'ESSEC? Alors en fait, non, j'ai fait l'ESSEC entre Sciences Po et l'ENA, puisque j'avais raté une première fois l'ENA, et donc je m'étais dit que c'était pas inintéressant de regarder aussi un peu du côté des entreprises et du business. J'ai eu la chance de faire l'ESSEC en apprentissage à la Société Générale. J'ai travaillé pour leur filiale d'assurance vie, j'ai travaillé dans une salle des marchés. J'ai trouvé ça vraiment passionnant d'observer de près ce qui est quand même une des forces lourdes de notre monde d'aujourd'hui, même si après j'ai pas eu envie d'y rester et j'ai repassé l'ENA et je l'ai eu la deuxième fois. Bon, on va passer maintenant à ta carrière d'inspecteur des finances avec un focus sur le sujet numérique. Alors on est tous les deux à la lisière d'être digital native, mais on va dire que c'est oui. Gentil, oui, on va dire oui. On va dire oui. Et alors comment toi, en tant qu'inspecteur des finances, tu rencontres ces sujets numériques? Alors en fait, moi, je rencontre le numérique avant, quand je suis à Sciences Po. J'ai un PC chez moi, j'ai les premiers modems qui grésillent, les CD-ROM de club internet, les comment ça s'appelle, les canaux de chat IRC, enfin vraiment le tout début. Et je suis assez fasciné par les possibilités que ça ouvre, par les opportunités que ça donne, sur la transformation aussi que ça va représenter. Je m'intéresse énormément à ça, plus par curiosité qu'autre chose. Lorsque je suis rentré ensuite dans l'administration et que j'ai travaillé donc au ministère des Finances, c'est vrai que j'avais beaucoup ça en tête. C'était post l'éclatement de la bulle de 2000. C'était le moment où on se rendait compte que même si la bulle avait éclaté, il y avait quelque chose qui restait derrière et que ça allait être un potentiel de transformation gigantesque. Et du coup, je continuais à m'intéresser à ça tout en travaillant sur les sujets qui m'étaient assignés à Bercy. Ouais. D'accord, un inspecteur des finances geek. C'est ça un peu, ouais. Il n'y en avait pas beaucoup, j'imagine. Non, je pense que c'était vraiment le moment où il y avait beaucoup de gens qui disaient est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça vaut le coup. C'était vraiment le question, le numérique, c'était le truc qu'on disait à la fin, ce serait bien qu'il y ait un volet numérique, ce serait bien, mais ça suscitait beaucoup plus d'interrogations et de doutes qu'autre chose, quoi. Je partage, et ça me rappelle moi aussi pas mal de moments comme ça. Et le numérique sur la fin, on l'a gardé longtemps, même. Hein. Oui. C'était, alors même après, quand j'ai commencé à travailler chez Publicis, c'était la fin de réunion. On disait qu'est-ce qu'on fait sur le numérique? Il y avait les experts du numérique qui étaient distincts et qu'on regardait toujours un peu comme des curiosités ou des choses comme ça. Voilà, c'était une autre époque, quoi. Ouais. Je sais que c'est encore le cas, dans pas mal d'endroits. J'ai l'impression qu'il y a toujours la dernière technologie qui essaye de rentrer et du coup qui a un peu du mal au début à se faire entendre. C'est un peu un classique, quoi, en fait. Peut-être qu'un jour ce sera différent et on reviendra sur ce qu'est l'innovation justement aujourd'hui. Peut-être qu'elle a complètement changé de nature. Mais je reviens sur ce moment-là où en 2006 tu participes à l'écriture d'un rapport commandé par le ministère de l'économie, le rapport Lévy-Jouyet, Lévy comme Maurice Lévy, hein, on dit soit dit en passant, et qui sera intitulé Économie de l'immatériel, la croissance de demain. Alors en 2006, pour situer, on est juste après Facebook, juste avant Twitter en France. D'ailleurs, j'ai vu que LinkedIn avait fêté ses 20 ans. Ouais. Donc ils n'ont pas communiqué dessus, ils n'ont pas fêté, je me demande bien pourquoi. Alors le rapport, je l'ai regardé pour ma culture, sans le lire intégralement. Donc lui, il aborde tous les grands sujets. Le cadre réglementaire, la fiscalité, le financement des PME innovantes, qu'on n'appelle pas encore start-up chez nous,
ce que pourrait être la place de la puissance publique en tant qu'acteur, les impacts culturels, sociétaux, éducatifs. Enfin, voilà, t'es un peu au cours de tout là. Comment ça fonctionne comment tu fais pour créer un rapport comme ça? Alors, il y avait d'abord un alignement des planètes qui était assez intéressant, parce que c'était Thierry Breton qui était le ministre de l'économie, qui est à la fois grand patron, auteur de science-fiction, enfin quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup réfléchi sur ces sujets-là. Maurice Lévy, qui a été le premier à engager la communication vraiment dans le domaine du numérique et à y croire et à y investir massivement avant les autres groupes de publicitaires. Donc là, il y avait quelque chose d'assez propice. Il y avait une commission avec une dizaine de personnes, de personnalités très variées, des très pro-numériques, des gens qui étaient beaucoup plus, disons, de l'ancienne manière. Voilà, nous on était un groupe de 3 rapporteurs où on avait une liste de sujets qui nous avait été assignés à traiter, et on a commencé un peu à tirer tous les fils, à échanger avec les membres de la commission pour voir aussi quelles étaient leurs orientations. Et c'est comme ça que petit à petit on a construit le sujet. C'est un rapport dont je suis très très fier, qui a énormément compté dans ma vie, puisque c'est lui qui m'a permis de rencontrer Maurice Lévy, qui va ensuite un peu structurer mes 12 années de vie professionnelle derrière, mais c'était un peu, c'était là aussi essayer d'appréhender ce que le numérique allait changer et comment il fallait commencer à s'adapter. Ouais. Pour la petite histoire, il y a dans ce rapport une proposition, c'est Maurice Lévy qui l'avait proposé et qui l'avait poussé, qui était l'idée de créer un grand événement autour de la tech à Paris. Et c'était déjà une idée qu'il avait très clairement en tête, donc en 2006. Moi, quand je suis rentré chez Publicis, c'était un sujet qu'il a jamais lâché. En fait, c'est un bel exemple de persévérance, puisque on a essayé de monter une opération comme ça avec différents partenaires. Personne n'y croyait. 10 ans après, c'est sur cette idée-là qu'on s'est rapproché des Échos et qu'on a monté Vivatech, quoi. D'accord, donc Maurice Lévy a déjà une vision assez claire, une conviction. De ce point de vue-là, il m'a assez impressionné, à la fois par la vision et aussi par le côté je lâche pas l'affaire et j'avance malgré le scepticisme, les refus, etc., quoi. Ouais, c'est marrant. On a l'impression, tu vois, qu'un type comme Maurice Lévy n'a pas affaire à des refus réguliers. Tu vois, au contraire, tu vois, il emmène tout le monde. Mais en fait, c'est d'abord une question de conviction et d'abnégation. Ah oui, tout à fait. Oui. Et puis on a eu beaucoup de refus, parce que son projet, c'était dès le départ de faire quelque chose d'important, quelque chose d'ambitieux. Tout le monde disait, on n'a qu'à commencer petit, on verra. Et puis, est-ce que Paris c'est le bon endroit, etc., etc. Et en fait, finalement, il avait raison, quoi. Alors, on revient sur Vivatech. Je fais un petit crochet. Tu rejoins Publicis aux côtés de Maurice Lévy en tant que DIRCAB. Exactement. Ouais. Comment c'est d'être aux côtés de Maurice Lévy Alors, c'était à la fois ultra intéressant. Je pense que c'est vraiment une des plus grandes chances de ma vie, parce que ça m'a permis de le voir fonctionner vraiment de très près, de comprendre la façon dont il travaillait, dont il menait son groupe, de voir aussi la vision, à la fois la vision et puis l'importance des gens et l'importance qu'il donnait à la gestion du top management, à la gestion de l'humain, etc. C'était assez frustrant aussi dans la mesure où c'est pas du tout lui travaille en direct avec les responsables de business unit. Enfin le DIRCAB n'est pas du tout une courroie de transmission chez Publicis, c'est plutôt quelqu'un qui l'assiste sur un certain nombre de tâches, de projets, etc. Donc c'était beaucoup d'observations et puis quand même un peu d'action aussi, mais ça m'a vraiment beaucoup plu, quoi. Et ça m'a donné envie après de continuer, quoi. Ouais. Mais tu passes justement de l'autre côté du miroir après. C'est ça. Tu prends en main le business. Exactement. Donc ensuite, je suis parti chez Performix, qui était une nouvelle agence créée à partir de diverses compétences numériques que le groupe avait rachetées. Donc il y avait de l'emailing, il y avait du display, il y avait beaucoup de SEO, ce qui m'a beaucoup intéressé, beaucoup d'AdWords aussi. Et là, c'était le début.
à la fois intéressant parce qu'on sentait qu'il se passait quelque chose, que c'était ultra important. En même temps, je pense que c'est une période que tu as connue aussi où les annonceurs disaient le numérique, on verra ce qui reste sur le budget. Oui, on peut faire une queue de. Enfin, c'était le moment où on se disait, il fallait négocier 1 000 € par 1 000 € pour le référencement naturel, qui était pourtant un élément essentiel de visibilité. Et par contre, l'argent coulait à flot, toute la partie analogique, médias traditionnels et tout. Donc voilà, donc c'était marrant d'être là à ce moment-là, quoi. Et je crois avoir lu que tu crées même Webformance. C'est ça exactement. Ouais. Avec quoi tu pars? Là, on part avec une idée. C'est une idée de Maurice, un peu une vieille idée. C'est-à-dire, je crois que c'était dans les années 80 où Havas avait racheté les pages jaunes, dont ils se sont ensuite séparés. Mais donc cette idée de dire finalement, Publicis travaille que avec des énormes comptes, et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour donner des outils de communication pour les PME, pour les TPE, avec des problématiques qui sont radicalement différentes, avec des types de clients, des paniers moyens. Enfin, c'était vraiment un business totalement à part. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir créer la structure, de pouvoir en racheter d'autres derrière pour monter une assez grosse entreprise. Ouais. D'accord. Donc là, t'es déjà en mode entrepreneur. Oui. Alors c'est l'intrapreneuriat qui a ses bons côtés. Parmi les bons côtés, c'est d'abord le fait que la trésorerie est mutualisée avec le groupe, donc on n'a pas trop d'inquiétude là-dessus sur le fait que les salaires seront payés à la fin du mois, etc. C'est la possibilité aussi de profiter de tout le réseau de contacts, de tout le savoir-faire aussi. Donc ça, c'était vraiment formidable. Après, ce que j'ai vu aussi, ça m'a aussi pas mal marqué, c'est que dans les grandes organisations de la taille de Publicis, il y a beaucoup de résistance au changement. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi on faisait ça, quel était l'intérêt, qui n'avaient pas envie de choses nouvelles, de nouvelles idées. Alors, j'avais la chance que c'était vraiment un projet de Maurice qui, lui, tous les matins, à partir de 6h du matin, se dit qu'est-ce que je peux faire de nouveau, qu'est-ce que je peux faire de plus. Donc, il y avait un soutien qui était très fort, mais c'est vrai que pour moi, c'était vraiment passionnant de créer ça et de tester un peu l'idée. Mais je me suis rendu compte que les grandes organisations généraient comme ça aussi énormément de résistance, quoi. Et on y revient à Vivatech, créé en 2016, donc à l'initiative de Publicis, des Échos, ouais. Et de la conviction de Maurice Lévy, on l'a compris, qui devient immédiatement le plus grand événement tech d'Europe. Il y a tout à faire là. Alors ça, c'est assez incroyable. Donc comme je disais, moi j'avais un deck de slides qui était prêt depuis 2010 et que j'actualisais un peu chaque année. Et puis en parallèle de mes activités chez Publicis, 2-3 fois par an, avec Maurice, on rencontrait d'autres partenaires potentiels, des organisateurs d'événements, des médias et tout. Tout le monde disait ouais, non, on n'y croit pas. Et puis fin 2015, Maurice Lévy me dit réactualiser la présentation. Les Échos, Francis Morel ont une idée un peu similaire. On va leur en parler, quoi, en fait. Et donc là, on est, je crois, octobre ou novembre 2015. On se rend compte que les projets sont tout à fait compatibles, peuvent matcher. Qu'en même temps, ce serait absurde d'en faire deux. Donc il y a vraiment quelque chose à faire ensemble. Je pense en plus qu'il y a une vraie, rencontre à la fois Maurice Lévy avec Francis, au niveau des équipes aussi entre les Échos, etc. qui est un média très entrepreneurial aussi, qui a beaucoup créé, qui est devenu un très gros groupe de médias en fait. Et du coup, la mayonnaise part. Et là, on se dit on va créer un gros événement. On regarde les disponibilités à la porte de Versailles. Il y a que mai, donc ça veut dire en fait monter from scratch à un événement d'ambition mondiale en 6 mois, quoi, en fait. Donc c'était assez incroyable. Moi, c'est Axel Daucher, donc qui pilote le projet. Moi, je suis un peu son adjoint pour Publicis. Il y a Christophe Bernard en face pour les Échos. Et donc, on se met à monter tout from scratch, les offres, le contenu de l'événement, les packages pour les sponsors.
et avec une espèce de foi inébranlable comme quoi on allait y arriver. On voulait plusieurs milliers de startups participantes, on voulait des grands speakers, et donc tout le monde s'y met. Avec un scepticisme gigantesque sur le marché, même en interne. Enfin, tout le monde se dit, mais ça va se planter, qu'est-ce que ça peut, etc. On a la chance très vite de convaincre les sponsors qui vont ensuite rester comme les partenaires clés de l'événement, BNP Paribas, LVMH, Google, La Poste. Et ça prend en fait. Je pense que ça cristallisait vraiment en 2016 le fait que la French Tech commençait à exister, qu'il se passait beaucoup de choses en France, que les fonds commençaient à financer, qu'il y avait des startups qui marchaient bien, qu'il y avait aussi beaucoup d'intérêt des grandes entreprises pour ces sujets-là. Donc je pense qu'on a vraiment cristallisé quelque chose. C'était la bonne idée au bon moment. Et contre toute attente, on arrive à faire un premier événement avec plusieurs dizaines de milliers de personnes. Je crois que c'est 50 000 dès la première année. Quelque chose qui tenait la route. Il y avait une énergie absolument formidable. Où on a des top speakers aussi qui viennent. Maurice s'est impliqué comme jamais pour essayer de faire venir tout son réseau. Donc voilà, ça a été un peu et je dois dire que j'avais jamais fait d'événementiel avant. Et en fait, l'événementiel, c'est quand ça se passe bien, il y a rien de plus satisfaisant, je pense, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on a des victoires, on a des choses qui marchent bien, mais on ressent jamais autant la satisfaction qu'à la fin d'un événement, quand tout le monde vient te voir en disant c'était génial, j'ai adoré, etc. quoi. Donc ça a été vraiment absolument incroyable. Ouais, mais ça a l'air effectivement ce type d'événement, on a l'impression qu'il faut prendre 2 ans pour le mettre en place. Oui, c'est ça, exactement. Mais en plus, il faut, nous, on appelait, nous, on a été portés par la foi qu'on allait y arriver, etc. Mais on appelait, par exemple, à l'étranger, des Américains, on disait, voilà, dans 3 mois, on fait un événement, il y aura plusieurs dizaines de milliers de personnes à Paris et tout le monde nous disait poliment, écoutez, d'accord, on verra. Oui, c'est ça. Oui, il y avait vraiment beaucoup de scepticisme. Et du coup, c'est encore plus satisfaisant quand ça marche, quoi. Ouais, donc ça reste aujourd'hui encore le plus grand événement européen, en tout cas, sur la tech. Ouais, absolument. Je pense que ça, après, on a pu croître. Tous ceux qui la première année nous avaient dit non se sont dit mais mince, je devrais quand même être là. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont eu aussi l'intérêt pour elles d'acculturer une partie de leurs équipes à toutes les problématiques numériques. Il y a eu quand même aussi le formidable développement de la French Tech entre-temps, ce qui fait que ça a bien marché. Il y a eu la période du Covid qui a été évidemment très compliquée. Moi, j'étais déjà parti, mais ça a été quand même compliqué. Et ils sont repartis l'année dernière avec un super événement, quoi. Et alors, tu parles assez tôt, alors que tu es chez Vivatech, de Tech for Good. Mm-hmm. Il y a une expression qui était assez nouvelle. On est près 2019. Je suis tombé sur ce verbatim. On ne peut plus se contenter de donner un blanc-seing à la technologie. Il faut maintenant réfléchir à ses usages pour leur donner un impact positif. Donc, tu as déjà ça en toi ? Oui, je crois que c'était aussi le moment très vite, en fait, quand on s'est rendu compte de la place que la tech allait prendre. La question, c'était plus tellement comme 10 ans auparavant, tech ou pas tech, quoi. Là, c'est clair qu'il y avait plus de sujet là-dessus, mais la question, c'était comment l'utiliser au mieux. Quelle tech ? Et quelle tech, exactement. Et je pense en plus que ça a été la période aussi où malheureusement, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de promesses qui n'étaient pas tenues, que l'impact des réseaux sociaux était quand même très ambivalent sur la démocratie, sur le fonctionnement des systèmes politiques. Il commence à y avoir aussi des sujets sur la surveillance, les nouvelles possibilités que donnait aussi la tech. Donc voilà, donc c'est vrai que très vite on s'est posé la question et on a senti que c'était aussi une demande de la part de nos visiteurs de comment est-ce qu'on pouvait s'assurer que cette évolution technologique allait dans le sens dans le bon sens, quoi. C'est ça. C'est une question qui reste encore brûlante. Oui, je suis bien d'accord. Oui. Non, je pense que c'est une vraie question aujourd'hui, et
toutes les questions de régulation. Je pense que maintenant, on peut plus être dans l'attitude que moi je pouvais avoir il y a 10 ans de dire c'est nouveau, mais ça va changer, il faut donner sa chance, etc. Là maintenant, je crois que la question c'est vraiment comment est-ce qu'on organise et comment est-ce qu'on réduit les effets négatifs, oriente vers les bons sujets, etc. Et effectivement, on n'est pas sorti de l'auberge là-dessus. Ouais. Non, il y a un retour pendulaire là, d'ailleurs. Oui, je pense que mais c'est aussi la contrepartie de la place que ça a pris dans nos vies, dans les entreprises, dans l'économie, partout, quoi. Donc en 2018, c'est l'année de naissance de ton fils, c'est ça? Exactement, ouais. Donc c'est à ce moment-là que tu as quelque chose qui se passe en toi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je crois vraiment que je commençais à me poser des questions, mais c'est vraiment la naissance de mon fils, donc Alexandre, où je me suis dit d'abord qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait, est-ce que j'ai envie de rester chez Vivatech, chez Publicis, de continuer là-dedans, etc. C'est vrai que moi j'ai toujours été, comme tu disais, dans une famille plutôt entrepreneur, enfin petit entrepreneur, etc. Mais quand même où chacun était son propre patron. Donc ça a commencé à me travailler. La question aussi de la planète que j'allais laisser, enfin c'est des choses qui sont assez banales, mais c'est des questions qu'on se pose pas tellement quand on n'a pas d'enfant. Et puis très vite après on se dit mais mince, qu'est-ce qui va se passer, même qu'est-ce que je lui donne à manger, est-ce que je suis sûr que c'est bon, est-ce que les produits que je lui mets entre les mains, je suis sûr que ça va être des bons produits, etc. Donc c'est un peu tout ça où je me suis dit, ça y est, c'est le bon moment. J'ai fait 12 ans de Publicis, 4 ans de Vivatech. J'ai envie de faire autre chose, quoi, en fait. Et j'ai envie de lancer j'ai lancé 2 boîtes à l'intérieur de Publicis. La 3e, j'ai envie que ce soit ma boîte, en fait. Donc c'est ça. Et ensuite, tu as l'idée de Bluedigo en voyant parce que Publicis, c'est un groupe qui se construit par croissance externe, autrement dit, il rachète des boîtes, et donc il les intègre. Et donc toi, tu vois, tu l'as raconté régulièrement, des centaines de bureaux mis à la benne, donc jetés. Et tu dis que c'est complètement absurde. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, attends, j'ai envie de faire quelque chose, et voilà peut-être la direction que je pourrais emprunter. Notamment, en fait, on avait racheté pour la société dont je m'occupais une entreprise qui était qu'on avait racheté à la barre du tribunal, et il y avait vraiment du matériel de bureau qui était absolument magnifique. Bon, c'est pas pour rien qu'elle était partie en liquidation. Je pense qu'ils avaient dépensé trop. Et les services généraux à l'époque du Publicis m'avaient dit mais on sait absolument pas quoi en faire. Du coup, on va tout mettre à la benne, en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, et en creusant, en fait, je me suis rendu compte que ce que j'observais un peu chez Publicis, c'était assez général, et que quand les grandes entreprises déménageaient, elles mettaient le mobilier à la benne, et que une fois dans ces bennes, il y avait plus de réemploi qui était possible, puisque la quasi-totalité va être soit incinérée, soit mise en décharge. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas c'est un gaspillage assez incroyable, puisque c'est plusieurs centaines de milliers de tonnes chaque année qui finissent comme ça, incinérées, etc. C'est pas une volonté délibérée de la part des entreprises, des services généraux, etc. C'est juste que c'est plus simple. Rien n'est organisé pour ça. Quand on est responsable de l'immobilier ou des services généraux, on est focalisé sur l'endroit où les entreprises vont déménager, pas l'endroit qu'on quitte, ce qui est logique. Si on débarrasse pas les choses dans les temps, il y a le risque d'avoir des pénalités derrière de la part du propriétaire à la fin du bail. Donc c'est un risque que personne n'a envie de prendre. Donc la facilité, et en plus c'est du mobilier qui a été en général amorti, donc il n'a plus aucune valeur dans les comptes de l'entreprise. Donc la facilité, c'est juste de dire voilà, on s'en débarrasse et puis on passe à autre chose, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de malignité de la part des entreprises. C'était juste le système qui est mal organisé aujourd'hui pour, même si c'est en train de changer, pour éviter ce gaspillage, quoi. Mais c'est le cas sur plein de sujets. Généralement, d'ailleurs, personne n'a envie de polluer la planète ni d'émettre absolument plein de CO2. Mais il faut voir quand même, avoir la révélation et voir l'endroit, enfin le sujet que tu peux transformer. Oui. Et c'est ce que tu vois, toi. Moi, je pense vraiment que il y a énormément de choses à faire pour transformer notre économie, mais déjà ne serait-ce que le niveau de gaspillage,
est assez incroyable, quoi. Du gaspillage, bon, ça a été, c'est aujourd'hui assez bien abordé dans le domaine alimentaire avec les startups comme Phoenix, comme Too Good To Go. Je pense que le gaspillage, on le voit aussi tous les jours sur les emballages, sur plein de sujets où on se dit finalement, il suffirait de changer un peu les habitudes pour déjà avoir un impact qui soit très positif. Et donc le deuxième point en fait qui m'intéressait par rapport à ce sujet-là, c'est que ça donnait la possibilité de proposer du mobilier de bureau de très bonne qualité. Souvent c'est des grandes marques, ça a été très bien entretenu dans les grands groupes, c'est nettoyé plusieurs fois par semaine, etc. À un prix inférieur au prix du neuf. Et du coup, ça veut dire proposer des produits qui sont positifs pour l'environnement et moins chers. Et ça, je trouvais ça très intéressant parce que aujourd'hui, les nouveaux produits qui prennent en compte les préoccupations environnementales, c'est souvent 20%, 30%, 50% plus cher. Et moi, je crois on aura du mal à mener à bien cette transition écologique si tout le monde doit payer 50% plus cher. Je pense que ça bloque. On l'a bien vu. On voit bien quand même la sensibilité sur les sujets de prix, particulièrement en plus en ce moment. Donc l'idée d'avoir ce modèle circulaire dans lequel on donne une deuxième vie, on évite le gaspillage et en plus les gens peuvent payer moins cher, donc ils ont un double intérêt à la fois économique, écologique, ça que je trouvais très très séduisant, quoi. Donc c'est vraiment avec cette idée-là en tête que j'ai créé Bluedigo en 2019. Ouais. Et alors là, tu démarres avec quoi ? Alors là, je démarre avec en fait la grande chance que j'ai eue, c'est que il y avait une petite équipe de gens qui avaient déjà quitté Vivatech, mais avec qui ça s'était vraiment super bien passé, qui n'étaient pas forcément super contents de là où ils étaient partis, avec qui je m'entendais très bien, et je commence à leur parler du projet. Ils me disent ça me tente énormément, allez, on y va, quoi, en fait. Et je savais, Vivatech, comme je disais tout à l'heure, on est parti, il y avait rien, quoi. Donc il fallait créer, il fallait être prêt à se dire, on crée quelque chose un jour, et puis finalement, si ça marche pas, on passe à complètement autre chose le lendemain. Donc je savais que c'était aussi des gens qui étaient avec une mentalité de start-upper, quoi, qui étaient capables de gérer ça, les changements de cap, le fait de devoir à la fois être sur des sujets stratégiques et puis des sujets hyper opérationnels et tout. Et donc je dirais ma grande chance, ça a été qu'ils soient là et puis qu'ils acceptent de démarrer dans des conditions où on avait très peu d'argent, où ils étaient beaucoup moins bien rémunérés que s'ils étaient restés dans leur carrière précédente. Ça a été bien. Et puis c'est ça qui a tout fait, puisque à part ça, on n'avait vraiment pas grand-chose, quoi. On avait un tout petit peu d'argent et on avait un peu la connaissance quand même sur les sujets marketing, communication là-dessus. Mais on rentrait dans un monde et un secteur qu'on connaissait pas du tout, quoi, en fait. Et là justement, t'as aucun référentiel. Comment tu construis un modèle économique à partir de rien ? Disons que on avait un peu on avait l'idée globale, et puis on a appris un peu en marchant. Je me souviens, on a fait la première fois qu'on a récupéré du mobilier. Moi, mon idée, ça a toujours été de dire, de toute façon, il faut qu'on teste tout, et il faut qu'on regarde, et puis on teste, puis on regarde ce qui marche pas. C'était un peu vraiment le modèle Lean Startup, quoi. C'est-à-dire le côté on fait des itérations, on essaye de comprendre comment ça marche, de comprendre les coûts, le système économique, les acteurs, etc. Donc on a fait notre première récupération, on avait un camion en fait qu'on avait loué, donc on l'a fait nous-mêmes tous les quatre. C'était les bureaux qui appartenaient à l'organisateur du festival Wheel of Green et qu'on a stocké ensuite dans un box dans un parking dans le 19e en fait. Donc c'était vraiment le tout début. On a monté un site, je connaissais quand même un petit peu comment ça marchait. On avait comme je disais, on était quand même assez solide sur la partie marketing, etc. Et puis essayer et on a fait la première vente qu'on a faite. En fait, on
on était parti pour faire une autre récupération de mobilier, et il y a quelqu'un qui passait par là qui a dit qu'est-ce que vous allez faire avec ce mobilier? On dit on va le revendre. On dit moi je vous l'achète. Et voilà, c'était notre premier client. C'était le premier client, ouais, exactement. Et pour moi c'était ça vraiment, au-delà de l'aspect business plan, etc., qui est très compliqué à faire, surtout quand on part de zéro comme ça. Ce qui était important pour moi, c'était de valider le fait qu'il y avait des gens qui étaient prêts à payer pour ce qu'on proposait, quoi. Pour moi, c'est vraiment la base. Et voilà, donc c'est parti là-dessus. Et en fait, le côté moins cher que le neuf, on a tout de suite senti que c'était intéressant, et que ça, qu'on aurait aussi beaucoup de clients qui n'étaient pas forcément hyper sensibilisés sur les sujets de l'environnement, mais qui étaient là aussi pour le prix, mais à la limite, peu importe, quoi. Ouais, mais on se rend compte qu'en fait, c'est une porte d'entrée, c'est une opportunité. Voilà, de faire entrer les gens dans le circulaire, parce qu'il y a cette préoccupation aussi. Exactement. Et tant mieux si ça passe. Oui, absolument. Ouais. Là, tu l'as abordé par rapport à ce que tu as fait avant. Il y a donc c'est physique, et le matériel. Donc il y a le sujet de comment je récupère, comment j'identifie les gens qui veulent se débarrasser des bureaux. Comment tu fais ça déjà? Ça, moi j'avais l'exemple de Publicis, donc je savais un peu les interlocuteurs, les services généraux. J'avais la chance aussi en fait d'avoir noué des relations très bonnes avec la plupart de nos grands partenaires chez Vivatech, alors qui n'étaient pas du tout sur ces sujets-là, mais qui pouvaient facilement m'introduire auprès de leur direction de l'immobilier, direction des services généraux. Et du coup, c'est comme ça, je commençais à rencontrer. Très vite, j'ai quand même senti qu'il y avait beaucoup de gens qui nous disaient oui, c'est vrai qu'on ne sait pas quoi faire du mobilier quand on déménage, ou bien c'est intéressant. Voilà, on a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose à faire, que rien n'était vraiment structuré, qu'il y avait des initiatives. Enfin, encore une fois, on n'a pas du tout inventé le mobilier de bureau d'occasion, mais clairement, c'était quelque chose qui était assez marginal, qui intéressait personne dans ces grandes boîtes-là sur le devenir du mobilier, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à sourcer nos premiers gisements de mobilier. Ouais. Ok, un gisement, c'est intéressant que tu utilises ce mot, référence aux ressources naturelles, ouais. Dans lesquelles on va plus piocher grâce à ça, ou en tout cas moins. Donc tu récupères les bureaux, donc tu te déplaces pas pour deux trois chaises, j'imagine. Donc il faut quand même un peu de volume que tu dois transporter, et après tu dois le stocker. Donc tu as dû t'équiper d'un endroit pour ça, d'un entrepôt. Ouais. Alors en fait, ce qui a été assez intéressant, c'est vrai que dans une logique pure start-up, etc., on aurait pu se dire pourquoi on fait pas juste une marketplace et nous on touche jamais les produits. Bon, moi j'étais pas très partisan de ça déjà par principe, parce que comme on venait pas du secteur, j'avais envie qu'on se coltine un peu la réalité très, et comme tu dis, c'est très matériel. Donc le bureau, par exemple, si le plateau du bureau passe pas dans l'ascenseur, ça change totalement l'équilibre économique d'une commande, d'une opération, etc. Donc il y a un côté vraiment très concret, et je voulais qu'on se fasse nos armes là-dessus. Le deuxième point, c'est que de là où on partait, en fait, il y avait un vrai sujet de décalage temporel qui, du coup, rendait compliqué une marketplace. C'est-à-dire, en fait, que une personne qui déménage, elle déménage à un jour donné. Et si tu lui dis, écoute, tes bureaux, il y a quelqu'un qui en a besoin, mais ce sera dans 2 mois, il va pas payer 2 mois de loyer de plus pour pouvoir livrer, etc. Donc il y avait un vrai sujet d'arriver à faire dans le matching entre les gens qui cédaient du mobilier et les gens qui en achetaient. Il y avait un vrai sujet pour ça pouvait ça. En démarrage, en tout cas, c'était pas possible de se dire nous on fait rien, puis les gens se contactent entre eux directement. Donc c'est pour ça qu'on on a pris l'option au début de se dire on va vraiment faire le truc nous-mêmes. Donc on a démarré, comme je dis, le tout début c'était un box dans le 18e, mais qui rapidement était beaucoup trop petit. Et ensuite on a déménagé à Ivry. Et là à Ivry-sur-Seine, il y avait le parking de là où on était, qui était un parking en sous-sol, et c'est ça qui nous a servi d'entrepôt pendant quasiment 1 an, quoi, en fait. Là-dessus ça a été assez formateur, assez compliqué aussi. On s'est rendu compte, on a vraiment touché du doigt le fait que c'est pas
très compliqué d'un point de vue conceptuel. Après, en pratique, c'est une somme de problèmes insoupçonnés qui arrivent, de sujets à gérer que t'as pas forcément anticipé, mais du coup, comme ça, on a appris concrètement ce que c'était. Et puis, comme l'activité marche bien et qu'on s'est développé, après 1 an à gérer un peu nous-mêmes l'entrepôt avec des manutentionnaires, etc., on a trouvé un prestataire qui pouvait gérer la totalité de la chaîne. Et donc, c'est là où on en est aujourd'hui. On travaille avec des entrepôts qui sont dans le nord de la France, à Béthune. Et c'est là où on entrepose notre stock, ouais. D'accord. Mais pour donner une idée, ce que tu disais sur la matérialité, nous, aujourd'hui, on a 2000 pièces qui rentrent chaque mois et 2000 pièces qui sortent. Et un stock qui est à peu près entre 4000 et 5000 pièces de mobilier, quoi. Donc c'est très concret, quoi. Ah ouais. Mais t'en avais peut-être même envie de ce côté matériel, non? En sortant du numérique pendant tant d'années? Peut-être. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais été très, le côté, il y a d'un côté la vraie vie et de l'autre le numérique, j'ai jamais vraiment adhéré à ça. C'est-à-dire, je pense que le numérique, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Oui, bien sûr. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'il s'applique aussi justement sur la partie matérielle, clairement, quoi. Est-ce que tu sais, donc tu nous as donné un ordre d'idée, un ordre de grandeur du volume de pièces que tu gères aujourd'hui, combien de CO2 tu as permis d'économiser? Alors, ouais, puisqu'on a sur la partie reconditionnée, on a développé une méthodologie avec un cabinet de conseil, donc pour essayer de mesurer. Donc, ça représente pour 2022, ça représente à peu près 1300 tonnes d'équivalent CO2 qui ont été évitées. Parce que nos clients ont choisi d'acheter du reconditionné plutôt que du neuf, et aussi parce que les entreprises ont choisi de nous vendre leur mobilier plutôt que de le mettre à la benne. Ouais. Il y a l'impact carbone, il n'y a pas que ça. Du coup, c'est aussi du mobilier qui est réutilisé, donc on ne va pas piocher dans d'autres ressources. C'est aussi une manière de procéder qui change un peu les usages, les manières de vivre, tu vois, au sein des bureaux. Aujourd'hui. En fait, ce qui est vraiment intéressant, et c'est ça aussi moi qui m'a beaucoup plu sur ce projet, c'est que le mobilier de bureau, il n'y a pas d'obsolescence technologique. Ça, c'est le premier point. Donc aujourd'hui, le réemploi, c'est un vrai sujet. On en parle énormément, notamment sur l'électronique et tout. Mais la progression de la technologie fait que parfois c'est compliqué de se dire je vais acheter un écran d'il y a 3 ans ou d'il y a 4 ans parce que c'est pas les mêmes prises, c'est pas les mêmes ports, etc. Là sur le mobilier, d'abord on n'a pas du tout le problème de l'obsolescence technologique et 10 ans après, une chaise, tu peux toujours l'utiliser comme une chaise sans problème. Le deuxième point qui est assez intéressant, c'est que le mobilier de bureau, ça vient souvent en assez grande quantité. Ce qui veut dire que tu peux amortir la logistique là où, quand tu fais du réemploi sur du mobilier de particulier en B2C, ou quand tu fais du réemploi sur d'autres types de biens, souvent, ce qui pose problème, c'est le coût de la logistique, en fait. Pas tellement le prix du produit, mais c'est le fait de devoir le transporter d'un point à un autre. Là, nous, en fait, comme on fait souvent une entreprise, c'est plusieurs personnes, donc tu as la possibilité d'avoir des paniers moyens qui sont importants. Donc, du coup, en plus, il y a moins le sujet de la logistique qui rend l'équilibre économique impossible. Et du coup, je pense que c'est vraiment un secteur sur lequel on pourrait se dire la part du reconditionné aujourd'hui, d'après l'organisme professionnel, c'est à peu près 8-10%. Je pense que c'est un secteur sur lequel on pourrait très bien se dire, demain, on pourrait avoir 50% de seconde vie et 50% de neuf, en fait. Enfin, c'est vraiment, je trouve, un secteur qui est extrêmement propice au fait de vraiment mettre en place un modèle circulaire. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est aussi le fond du sujet. C'est que ce que montrent tous les rapports du GIEC, etc., c'est que même si toute notre énergie demain était décarbonée, ce qui est déjà un énorme chantier, ça ne suffira pas pour rester dans les niveaux acceptables de progression des températures. Il faut aussi qu'on fasse évoluer notre production, nos façons de consommation, etc. Donc, je trouvais que sur un secteur qui est pas forcément le secteur le plus glamour ou celui qui intéresse le plus les gens, mais en même temps là-dessus je trouvais que c'était un bon cas d'école de me dire finalement on pourrait très bien se dire demain avoir une vision circulaire, enfin la deuxième main pourrait avoir beaucoup plus d'importance qu'aujourd'hui, quoi.
Et ce que ça implique aussi, c'est le niveau de qualité des produits initiaux. Donc je crois que chez Bouligou, vous avez en tout cas, vous faites attention à ça. Oui. En fait, dès qu'on commence à se mettre dans une logique circulaire, de se dire comment est-ce que le produit va avoir une deuxième vie, une troisième vie, c'est sûr que toutes les choses qui sont de qualité médiocre, qui supportent pas d'être démontées puis remontées, qui sont pas faites pour durer, clairement, ça c'est impossible pour nous de leur donner une deuxième vie. Donc le sujet de l'éco-conception en amont, le sujet de la réparabilité, ça devient des sujets qui, dans cette perspective-là, sont encore plus importants parce que c'est comme ça qu'on arrive à donner plusieurs vies à un même produit. Donc typiquement, par exemple, les cols, ne pas mettre de colle dans tout ce qui est le mobilier, mais plutôt préférer d'autres systèmes d'attache, etc. Les types de matériaux que tu utilises aussi par rapport à ça. Enfin, il y a beaucoup de choses qui, derrière, sont à mettre en place pour garantir justement une longue vie au produit. Ouais. On parle d'usage. Il y a encore peut-être quelques réticences de certains utilisateurs à avoir du matériel qui a déjà été utilisé. Comment vous adressez ce sujet-là ? Clairement, il y a encore beaucoup de réticences par rapport au fait d'avoir des produits de seconde main, même si ça change à une vitesse assez impressionnante. Et nous, on a la chance de travailler avec des gros clients, des grandes entreprises que moi je connaissais bien de ma vie d'avant et que j'aurais jamais imaginé se sensibiliser si vite à ces sujets. Donc ça, je pense que c'est quand même plutôt positif. Après, moi j'ai vraiment essayé de construire Bouligou pour répondre aux objections traditionnelles, c'est-à-dire le mobilier de bureau d'occasion, ou reconditionné. D'abord, nous ce qu'on propose, c'est du reconditionné, c'est pas de l'occasion. Donc on est passé dessus, on l'a nettoyé, on s'est assuré qu'il est en bon fonctionnement. C'est vrai que autant en tant que particulier, on peut acheter d'occasion, autant en entreprise, on n'a pas envie de se taper soi-même le nettoyage de la chaise ou de proposer ça à les gens qui travaillent dans son entreprise. Ensuite, le mobilier de seconde main, c'est pas forcément dépareillé. Nous, on essaye vraiment, justement, c'est pour ça qu'on travaille avec des grandes entreprises, qu'on fait que des grosses opérations de récupération pour pouvoir proposer des grosses séries derrière. Ça a son charme, le dépareillé, etc., le patchwork, mais tout le monde n'aime pas et n'en a pas forcément envie. C'est pas forcément en mauvais état, c'est pas forcément cracra, ça j'en ai parlé. Encore une fois, si on prend du mobilier de grandes marques internationales de mobilier, c'est des choses qui sont d'une qualité irréprochables et qui sont faites pour durer. Voilà, on n'est pas forcément obligé de l'acheter sur le bon coin, d'aller de le payer en liquide et d'aller le récupérer le week-end sur une aire d'autoroute. On a vraiment construit Bouligou pour se dire c'est aussi facile d'acheter du mobilier de seconde main que du mobilier neuf. Et l'argument en général qu'on dit à nos clients ou à nos futurs clients, c'est de dire en fait le mobilier de seconde main, c'est le mobilier qui est déjà dans votre bureau. En fait, il lui ressemble, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'éclat du neuf, il n'a pas l'odeur du neuf que vous aurez pendant peut-être une semaine et tout, mais très vite en fait, il se fondra totalement dans le paysage. Au bout de 2 mois, l'objectif c'est que les collaborateurs sachent pas dire si c'était de l'occasion ou du neuf, quoi. Vous avez donc cette offre qui est l'offre principale chez Bouligou, et je crois que vous avez plusieurs autres verticales. Alors très vite en fait. On s'est rendu compte que notre offre en reconditionné, d'abord, on avait forcément un nombre assez fermé de références, qu'on pouvait pas avoir un catalogue gigantesque à cause des coûts de stockage, etc. Très vite aussi, on s'est rendu compte que il fallait qu'on se concentre sur les choses qui étaient les plus vendables, et donc des choses assez classiques, des benches, des bureaux blancs, des chaises ergonomiques noires, enfin des trucs qui sont un peu passe-partout, mais on sait que ça va se vendre, puisque nous on a quand même cet impératif-là économique, on peut pas stocker pendant des années. Donc en fait, le catalogue en reconditionné, le principal problème, c'est que il est fini, quoi. Donc et on n'a pas la possibilité de refaire un modèle si le client en veut plus et tout. Et donc pour compléter ça et pour pallier un peu cette difficulté-là, on a aussi commencé à travailler avec des marques de mobilier neuf
qui sont tous avec le même ADN que nous, d'implication dans le domaine de l'environnement. Donc à minima, c'est made in France. En fait, on a la chance d'avoir encore des entreprises qui fabriquent des chaises, des bureaux à Nevers, à Honfleur, etc. Donc on a commencé à travailler avec elles. Il y a aussi pas mal de startups qui se sont lancées dans ce domaine-là pour essayer de concevoir des produits qui intègrent des matières recyclées ou qui soient, comme on disait, réparables, qui soient pas forcément en mélamine, c'est-à-dire quelque chose qui mélange ensuite du bois, du plastique et tout, mais qui soit plus du bois massif et tout. Donc on a comme ça aujourd'hui une vingtaine de partenaires dans le mobilier neuf et on intègre les deux offres pour des propositions d'aménagement. Et c'est d'ailleurs même une position qu'on prend, c'est de dire nous on dit pas qu'il faut être 100% reconditionné, mais ce qu'il faut c'est dans un aménagement avoir une partie au moins significative de reconditionné et prendre par exemple les bureaux et les chaises, on les prend en reconditionné et puis les espaces de détente et tout, on fait peut-être quelque chose qui est plus flashy, plus sympa, etc. Ou bien on va prendre des bureaux qui sont reconditionnés classiques et puis des super chaises neuves hyper ergonomiques pour la santé des collaborateurs. Enfin, nous on trouve que c'est intéressant le mélange des deux, quoi. Ouais. Du coup, comme ça aussi, tu réponds plus facilement aux attentes et tu réduis le chemin que la personne a à faire pour avoir un impact plus positif. Exactement. Dans son équipement, donc ouais. Non, exactement. Et c'est vrai que parfois il peut y avoir des réticences en mode pourquoi moi j'ai la chaise reconditionnée, le truc. Donc dans les équipes, en mélangeant un peu le tout, on fait disparaître un peu cette objection là, quoi. Vous avez aussi une forme de conseil en termes de je sais pas si on appelle ça de l'architecture d'intérieur ou d'équipement. Oui, ça, décoration, architecture d'intérieur. Donc on s'est rendu compte que nous on travaille beaucoup avec des architectes, des aménageurs, c'est souvent des gros prescripteurs pour nous, mais on s'est rendu compte qu'on avait aussi une cible d'entreprises qui était plus petite et qui était en attente de conseils là-dessus, pas simplement sur l'aménagement mais aussi sur comment rendre cet aménagement éco-responsable. Et donc on a décidé de monter ce qu'on appelle le studio depuis septembre dernier, et l'idée c'est qu'on puisse proposer des plans en 2D, des visualisations 3D aussi, des propositions, et qu'on a là aussi monté autour de nous un réseau de partenaires qui sont dans la décoration mais de façon éco-responsable, des gens qui vont faire par exemple des papiers peints qui sont produits en circuit très court dans le 19e arrondissement, des peintures qui sont faites à partir de chutes d'autres peintures, donc là aussi en mode recyclage, de la moquette reconditionnée. Enfin voilà, donc l'idée c'est un peu de prolonger ça, d'offrir un service supplémentaire à nos clients et en plus de prolonger l'ambition éco-responsable. Et tu retrouves ce principe de plateforme open source? Oui, c'est ça. Enfin, l'idée c'est de travailler, de pas essayer de tout faire nous-mêmes, mais de travailler avec d'autres. Ouais, exactement. Bluedigo, j'ai cru comprendre que tu as eu une épiphanie un soir en pensant à l'économie bleue. Oui. C'est quoi l'économie bleue? Alors, en fait, le nom, je cherchais, en bon start-upper, je cherchais des noms en swahili, en japonais, autour de, justement, l'écologie, le mobilier, etc. Je trouvais pas grand-chose, la plupart des choses étaient déjà prises. Et puis, c'est vrai que j'avais cette idée, en fait, je voulais pas être vert. Comme tu le sais en communication, l'idée c'est d'essayer d'émerger par rapport aux autres. Donc déjà quand tout le monde est vert, il vaut mieux essayer d'être bleu, quoi. Et par ailleurs, l'idée c'était aussi de dire finalement le vert c'est cette logique de on a une économie normale entre guillemets, et puis on en a 15% qui est un peu green, qui est un peu bio, c'est un peu dur mais qui est un peu alibi, quoi. Mmh. Or, le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est pas de se dire, je vais consommer 20% de bio au lieu de 15, quoi. Le sujet, c'est comment est-ce que, globalement, dans la distribution, dans la production, etc., je me transforme pour avoir un impact qui est nul ou voire positif. Donc, c'est ça que je trouvais intéressant dans cette idée d'économie bleue, quoi. C'est-à-dire de dépasser le côté, il y a une économie normale et puis une économie rouge. Green. Oui, c'est ça. Il y a une économie rouge et une économie verte, mais l'idée, c'est que tout le monde devienne bleu. Ouais, c'est ça, exactement. Bon. Et je crois que c'est Gunther Pauli. Exactement. Ouais. Si certaines et certains veulent jeter un œil, on mettra dans les références. Dernier mot sur Bluedigo, c'est quoi la suite?
Alors, cette année, ça va être une année très très importante pour nous parce que justement, cette année, maintenant qu'on a une base solide, qu'on sait de quoi on parle, etc., on va intégrer cette notion de marketplace et donc on va proposer à d'autres de on va proposer à d'autres de nous ouvrir leur catalogue de mobilier de seconde main pour qu'on le vende et qu'on essaye de développer cette activité-là. Donc ça veut dire par exemple qu'on va aller voir d'autres marchands de mobilier reconditionné, des gens qui font le même métier que nous, et leur dire voilà, nous on marche très bien, on sait comment vendre à des grandes entreprises, on va participer à des marchés publics, etc. Donc vous dites-nous les stocks que vous avez et comme ça on pourra les vendre aussi et nous ça nous donnera la possibilité d'avoir plus de choix et de mieux répondre aux attentes de nos clients. On va lancer aussi un programme qui s'appelle Circular for Impact pour les fabricants. Il y a un vrai sujet pour les fabricants aujourd'hui sur qu'est-ce que je fais justement en matière de seconde main, comment je m'organise par rapport à ça. Il y a beaucoup de fabricants qui ont alors un peu des invendus, des retours de commandes, du matériel d'exposition. De plus en plus, les clients disent ok, j'achète chez vous, mais vous me reprenez les choses existantes. Donc on parle avec beaucoup de monde en ce moment et tous me disent on a un entrepôt qui est rempli de trucs qu'on veut pas mettre dans le circuit normal de vente, mais on veut plus le détruire non plus, on veut plus s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et donc l'idée de notre marketplace, c'est leur donner la possibilité d'utiliser notre canal pour les vendre et pour ne pas avoir à les détruire. Ok. Ça, tu prévois ça pour quand cette année? Ça y est, là, elle est lancée. Et on a déjà nos premiers marchands qui commencent à mettre des produits dessus. Donc, c'est une marketplace qui est fermée. C'est notre équipe commerciale qui y a accès. Donc, ça garantit aussi pour les marques d'éviter d'avoir tout le monde, d'avoir des produits d'occasion qui soient en concurrence avec leurs produits neufs. Et voilà, donc là, c'est en cours. Ok, donc là, on peut vous contacter là-dessus directement via le site. Aucun problème. Et dans ta vie perso, qu'est-ce que tu as changé depuis la naissance de ton fils? Dans ma vie perso, d'abord, j'ai laissé mon scooter que j'ai eu pendant des années et je suis passé au vélo avec énormément de satisfaction grâce au développement des pistes cyclables, etc. J'achète pratiquement plus que du reconditionné, que ce soit dans tout l'équipement, que ce soit le mobilier, l'électronique, là-dessus. Bon, évidemment, j'essaie de faire attention au tri, à l'alimentation aussi, éviter au maximum les choses qui sont les moins transformées. Ouais, c'est ça, c'est essayer de faire beaucoup plus attention, quoi, en fait. Mais c'est vrai que cette idée, l'idée de réemploi, je trouve, est vraiment intéressante. En plus, c'est un comment dire, en économie circulaire, on pense beaucoup au recyclage. Et le recyclage, c'est très intéressant, mais ça implique finalement énormément d'opérations et donc aussi énormément de CO2 émis pour prendre les produits, les détruire, récupérer la bonne matière, la réintégrer dans des nouveaux produits, etc. Le réemploi, je trouve que c'est assez génial. Je trouve que donc j'essaie de le faire au maximum, de pas jeter les produits. Je suis sûr, il y a une application qui s'appelle Give, qui est assez géniale, G2EV, sur lequel on peut donner les produits qu'on aurait peut-être jetés depuis, je sais pas, des machines à café, un cendrier, des trucs. C'est quand même assez intéressant. Et voilà, et je me désole un peu quand je vois, par exemple, c'est vrai, autour des enfants. Alors heureusement, il y a pas mal de startups là qui sont lancées là-dessus, mais le fait qu'il y aurait moyen d'être beaucoup plus aussi circulaire sur les jouets, sur les vêtements des enfants, sur plein de trucs autour de ça. Ouais. Tu as parlé de Give tout à l'heure. Est-ce que tu as un autre exemple d'initiative à impact positif sur le circulaire? Moi, il y a un truc aussi où je me suis rendu compte que c'était extrêmement facile, c'est tout ce qui est livre en fait. C'est-à-dire moi je suis un énorme lecteur et c'est vrai que pendant des années je me suis jamais posé la question et j'achetais que des livres neufs. Et puis là maintenant il commence à y avoir des sites qui ont un catalogue de livres d'occasion qui est assez impressionnant, avec des nouveautés, avec des choses aussi qui sont pointues. Et au final je me rends compte qu'on peut tout acheter, totalement acheter d'occasion. Tous ces bouquins, quoi. Hyper intéressant. Et il s'appelle comment le site, si tu l'as en tête? Il y a un site qui s'appelle Recycle Livre, qui est un site français qui a un catalogue qui est assez étendu. Il y a un site qui s'appelle Momox,
qui est un site allemand aussi, qui est une énorme plateforme. Il y a un site qui s'appelle Chasse aux livres que je recommande parce que c'est un site qui justement agrège les offres des différents vendeurs d'occasion. Donc il suffit de mettre le nom du livre et on verra où est-ce qu'on peut le trouver, si c'est sur une de ces deux plateformes, si c'est sur Rakuten, etc. quoi. Merci pour ces recos. Moi, j'ai envie de t'écouter sur un autre truc. Je reviens un peu sur le numérique, mais toi qui étais à la pointe un peu des changements, les innovations sur le numérique, comment tu as vu ça, toi, le Web3, les NFT, le métaverse ? Alors, moi, j'ai des sentiments qui sont un peu assez partagés par rapport à ça. Je suis toujours curieux et intéressé par les nouveautés, mais j'ai un peu du mal à voir l'intérêt social, sociétal. Bon, il y a toujours eu cette course aux innovations. Je pense que la machine en tant que telle, et notamment la machine de la Silicon Valley, elle a besoin tous les 3 ans de se réinventer un rêve, une perspective. Il y a eu le mobile, il y a eu le cloud, il y a ça tous les 3 ans. Et donc ça c'est assez fréquent. Mais je pense quand même que maintenant, vu la situation dans laquelle on est, notamment au niveau environnemental, la question de l'utilité sociale devrait se poser beaucoup plus, quoi. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal sur le Web3. Alors il y a sûrement une question de génération, ça c'est clair, mais l'utilité, autant je pense que la technologie de la blockchain, le fait d'avoir des mécanismes d'authentification, ça va devenir de plus en plus important parce que comme tout devient numérique, on a besoin de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui appartient à qui. Donc ça, je pense qu'il va y avoir quelque chose. Autant les crypto-monnaies en tant que telles, j'ai quand même plus de mal, quoi, en fait. Oui, il y a des petits incidents aussi qui... Oui, et puis, en fait... Après, je trouve qu'il y a aussi on est beaucoup drivé dans le numérique par l'idéologie de la Silicon Valley, et on se rend pas forcément compte que c'est une idéologie. En fait, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais il y a quelque chose, il y a derrière, il y a la liberté d'expression absolue, le côté l'État est forcément oppresseur, et donc il faut qu'on essaye de le tenir à distance là-dessus. Et je suis pas sûr que ces présupposés qui drive, que ce soit la modération sur Twitter, le développement des crypto-monnaies, en réalité, je suis pas sûr que ce soit les bons présupposés, quoi. Merci à Maxime d'avoir eu la gentillesse de passer près d'1 heure avec moi. Vous retrouverez dans la description de l'épisode les liens vers les références dont nous avons parlé. Et si vous déménagez bientôt ou souhaitez meubler votre entreprise tout en limitant votre impact, rendez-vous sur bodigo.fr.